Pourquoi? Parce que les dirigeants avaient bien compris que la révolte, les grèves n'étaient pas partie des organisations syndicales, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais de ces collectifs informels de travailleurs qui avaient le sentiment de partager un même destin commun, d'avoir le même avenir, notamment toujours avec cet horizon bouché par des organisations du travail qui les traitaient comme de simples exécutants. Et donc, ces collectifs avaient des valeurs en commun, une perception commune de l'exploitation au travail, décrypter ensemble la souffrance, ce qu'on appelle maintenant la souffrance au travail, et ce sont ces collectifs informels de travailleurs qui déclenchaient comme ça des grèves, du ras-le-bol, des mouvements qui allaient perturber énormément le système économique français. Donc, l'obsession patronale de l'époque, c'était essayer de minimiser l'influence de ces collectifs. Et comment minimiser l'influence de ces collectifs, si ce n'est par l'imposition d'une relation individualisée de chacun à son travail. Ça, c'était quelque chose qui était perçu comme déterminant. Mais la question se posait, comment obliger les salariés à renoncer à leur collectif de travail, à leurs valeurs communes, au sentiment de partager, comme je l'ai dit, un destin commun? Comment est-ce qu'on pouvait faire pour qu'ils acceptent que se fragilisent, se déstabilisent leur collectif de travail au sein desquels ils avaient beaucoup de choses en commun, de l'entraide, de la camaraderie, de la complicité, et puis la capacité de se transformer en acteurs collectifs. Comment faire? Et c'est très intéressant parce que à ce moment-là a surgi une rhétorique patronale, toute une philosophie patronale pour rendre cette fragilisation, déstabilisation des collectifs désirable, c'est un terme qu'on emploie beaucoup à notre époque, en disant tout simplement, c'était un discours très bien pensé et c'était un véritable cheval de Troie qui allait s'introduire dans le monde du travail. Nous allons répondre à vos aspirations fondamentales. Vous voulez de la dignité, vous voulez de la reconnaissance, vous voulez de l'autonomie et de la liberté, vous voulez pouvoir être récompensé pour la qualité de votre engagement au travail, nous allons le faire. Nous allons maintenant mettre en place des formes de gestion de la main-d'œuvre et d'organisation du travail qui vont pouvoir répondre à ces aspirations légitimes. Nous allons promouvoir le respect de la personne, le respect de l'individu, parce que c'est le seul moyen par lequel on puisse répondre à vos besoins de reconnaissance, d'engagement, de dignité et de liberté. Voilà. Et ça, c'est un véritable cheval de Troie. C'est nous voulons vous faire plaisir en satisfaisant vos aspirations principales, mais ça exige effectivement qu'on laisse de côté les collectifs, cette vision collective, lourde, massive, à l'ancienne, et qu'on fasse focus sur chacun d'entre vous, sur vous personnellement, qu'on prenne en compte vos besoins, vos aptitudes, vos formations spécifiques, votre expérience spécifique, vos désirs spécifiques au travail. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental parce que ça va être mis en place et ça traduit une ambivalence fondamentale des règles du jeu du monde managérial, parce que, en fait, qui peut être contre le fait qu'on prenne en considération l'individu, la personne, qu'on respecte ses qualités, son engagement, son potentiel, qu'on dise qu'on va faire de la place à son intuition, etc. Qui peut être contre? C'est difficile. Mais en même temps, c'est très clairement une volonté patronale d'inversion du rapport de force de l'époque, où il y avait ces collectifs très puissants qui ont mis à mal complètement l'ordre social capitaliste. Et donc voilà, je vais vous donner des exemples. En 1975-76, vont se mettre en place les horaires variables, par exemple. Bon, ça a l'air à la fois anodin et en même temps très bien. Qui peut dire « Ah non, on est contre les horaires variables ». Les organisations syndicales à l'époque étaient déjà très dubitatives sur les horaires variables. Pourquoi?
Parce que les horaires variables, ça veut dire que les gens n'entrent pas à la même heure, donc ne prennent pas nécessairement leur pause à la même heure, ne déjeunent pas tous ensemble dans le collectif comme ils le faisaient auparavant à la même heure, et ne sortent pas tous à la même heure. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller en dehors de l'usine ou de l'établissement, discuter entre eux de la journée qu'ils ont vécue, des problèmes qu'ils ont eu à affronter, des difficultés qui sont survenues dans la production de leur activité professionnelle. Voilà, il n'y aura pas ces capacités de mettre en commun, de discuter, et puis de s'entraider, même lorsqu'il y a des problèmes personnels, on peut aller raccompagner un collègue ou une collègue qui a des difficultés pour la réconforter, etc. Bon, tout ça va s'effilocher. Mais en même temps, c'est difficile de dire non, on est contre cette liberté qui donne un peu d'autonomie dans la gestion des horaires et qui permet par exemple aux mères d'accompagner leurs enfants avant d'aller à l'école. Donc les organisations syndicales étaient coincées parce que d'un côté, ça apporte un peu plus de liberté, d'oxygène, on peut dire, et puis ça répond aux spécificités de chacun, mais de l'autre, effectivement, ça contribue à effilocher de façon tout à fait réelle les collectifs de travail. Autre exemple que donné à propos de ces horaires variables, les organisations syndicales, ils disaient, vous savez, tracter, c'est-à-dire distribuer des tracts, tracter une usine où il y a 10 000 personnes ou 5 000 personnes, quand tout le monde rentre à la même heure, c'est facile. Vous dispatchez une centaine de militants, toc, 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 en 5 minutes, c'est fait. Mais si les gens entrent entre 7h et 9h du matin, ça devient beaucoup plus difficile de leur distribuer les tracts, donc de communiquer avec les travailleurs et les travailleuses. Donc nous, disaient les syndicalistes, ça nous complique la vie. Pour nous, ça nous complique la vie. Mais en même temps, on leur répondait, et les jeunes notamment répondaient, oui, mais pour nous, c'est pratique d'avoir des horaires variables. Bon, voilà, autre exemple. Les directions ont dit, pour que la vie au travail vous soit plus agréable, dans les ateliers des ouvriers, on va introduire la rotation des tâches pour éviter la répétitivité, l'ennui, l'horizon identique sans cesse renouvelé de l'activité professionnelle. On va introduire de la variété. C'est difficile de dire non, on préfère la routine, on préfère être toujours confronté au même travail. C'est difficile, mais en même temps, ça voulait dire que les ouvriers et les ouvrières n'étaient pas en côte à côte dans la durée comme elle l'était auparavant, et ne pouvaient pas développer justement cette camaraderie, l'entraide, se connaître vraiment, se défendre, etc. Ça devient difficile parce qu'on ne connaît plus personne, ça bouge tout le temps dans l'atelier, c'est plus les mêmes qui sont les uns à côté des autres. Donc là aussi, ça introduit véritablement une déstabilité des rapports antérieurs de travail où c'était la solidarité, la camaraderie, on se connaissait par cœur, on parlait des enfants, même des fois on allait en vacances ensemble avec eux, ou le week-end, etc. Donc il y avait vraiment le sentiment d'être pote, d'être ami, d'être solidaire, d'être proche. Là, tout ça, ça va considérablement s'effilocher. Et progressivement, le système d'individualisation va se développer, parce que là on est dans les années 70, début 80, mais à partir de 90-2000, on va développer, ça certains d'entre vous le connaissent certainement, cette pratique qui consiste à attribuer à chaque salarié des objectifs personnalisés, des objectifs individualisés qu'il va recevoir, chaque salarié ou qu'elle va recevoir après, au cours d'un entretien avec son N+1, c'est-à-dire avec son supérieur hiérarchique. Donc voilà, chacune va avoir des objectifs personnalisés, et puis au bout de 6 mois ou 1 an selon les cas, va avoir droit à une évaluation de sa propre performance par son supérieur hiérarchique, et de cela dépendra la prime qu'il pourra avoir, éventuellement même le salaire pourra différencier. Et là, on franchit un pas de plus énorme, parce qu'on met tout simplement à travers ce dispositif en concurrence les salariés les uns avec les autres systématiquement. C'est-à-dire que quand le N+1 a un budget global de primes et qui donne à des
objectifs différenciés et des évaluations différenciées, ben, il y en a certains qui auront beaucoup, d'autres moyens et d'autres rien du tout. Donc voilà, ça introduit un esprit de compétition, un esprit de concurrence. Et là où il y avait de la camaraderie, de l'entraide, le sentiment de vivre la même chose, là où il y avait ce qui était classique à l'époque pendant les 30 Glorieuses, vous connaissez les 30 Glorieuses, dans les années 50, 60, 70, il y avait une équation, c'était à travail égal, salaire égal. Ça va voler en éclats avec ces nouveaux dispositifs qui se mettent en place. Ben, il y a des salaires différenciés, des primes différenciées, des objectifs différenciés. Et pour vous dire jusqu'où ça peut aller, moi j'avais été amené à faire, il y a une quinzaine d'années, oui à peu près, une enquête dans une usine près de Marseille qui fabriquait des biscuits, non c'était à Toulouse, pardon, qui fabriquait des biscottes et pas des biscuits, et sur la chaîne de montage, non c'est pas grave, il y avait la chaîne de montage, parce qu'il y avait des chaînes de montage, donc il y avait les opérateurs, et au moment où je commençais mon enquête, le directeur me dit, je vais vous faire visiter l'usine, vous allez voir comme elle est belle, etc. C'est vrai que c'était tout moderne, magnifique. Et puis je vois, à un moment donné, j'entends des hurlements, et je vois, il y a 2 opérateurs, parce qu'on ne les appelle plus des ouvriers, on les appelle des opérateurs, qui étaient en train de se taper dessus, de se cogner à coups de poing, vraiment. Alors le directeur est horriblement gêné, il appelle un hiérarchique, bon, il sépare. Et le directeur me dit, je ne comprends pas, je les connais, ces deux-là, ils étaient très copains avant, je ne comprends pas pourquoi ils se tabassent, etc. Et après, je discute avec les deux, et ils m'expliquent qu'en fait, sur la chaîne de montage, eux aussi, ils ont des objectifs personnalisés, chacun. Et ils sont évalués ensuite en fonction de leur performance personnelle sur une chaîne de montage. Et, encore mieux, chacun est considéré comme client-fournisseur. C'est-à-dire que vous, par exemple, si on est sur une chaîne de montage, vous êtes mon fournisseur, moi je suis votre client, et je suis votre fournisseur. Et chacun a droit à avoir un petit cahier pour dire ce qu'il reproche à son fournisseur dans la manière dont il travaille. Il faut le faire. Et là, les deux qui se tapaient dessus, effectivement, sur le cahier, il y avait les reproches de celui qui était à ma place à l'égard de l'autre, parce qu'il trouvait que l'autre mettait mal sur la louche qui devait contenir la pâte de la biscotte et que ça lui rendait plus difficile la manière dont lui devait ajouter ses ingrédients, etc. etc. Donc, vous voyez, le chemin qui a été parcouru en peu de temps entre les 30 Glorieuses où à salaire égal, à travail égal, salaire égal, promotion à l'ancienneté, collectif solidaire, personne n'aurait imaginé jamais qu'un ouvrier puisse aller tout seul dans le bureau de son chef, se voir attribuer des objectifs personnalisés. Eh bien là, sur une chaîne de montage, on avait affaire à des clients fournisseurs avec des objectifs personnalisés et des évaluations personnalisées. Une révolution. Alors, quand les tenants du nouveau modèle disent c'est disruptif, oui, il y a quelque chose de disruptif qui a véritablement été introduit dans le nouveau modèle parce qu'on a transformé des salariés qui avaient la possibilité d'être au sein de collectifs solidaires pour défendre collectivement leurs intérêts, défendre leurs valeurs et leurs intérêts, qui se traduisaient même au niveau de l'usine par des manières de voir en commun leurs intérêts, de pouvoir s'en remettre aux organisations syndicales pour les défendre. Là, on passe à un monde du travail où c'est une personnalisation, où chacun doit négocier son destin dans l'entreprise tout seul, en compétition, en concurrence avec les autres. C'est quelque chose qui est, en peu de temps, en une trentaine d'années, qui s'est transformé de manière absolument incroyable, et nous baignons là-dedans, nous trouvons ça tout à fait normal, que chacun ait des primes personnalisées, et là je viens d'apprendre, j'ai eu au téléphone une syndicaliste de France Travail qui me disait que maintenant il y a même un intéressement des agents de France Travail. Alors intéressement, c'est un mot qui renvoie quand même à des intérêts financiers. Là, c'est intéressé aux objectifs de France Travail, mais pour vous dire, la révolution des représentations qu'on peut avoir des enjeux du monde du travail, elle est vraiment, vraiment extrêmement importante, et elle traduit véritablement
une disruption par rapport à l'ancien modèle, celui qui s'exerçait, qui était mis en œuvre, en tout cas dans les années 50, 60, 70, des Glandes Glorieuses, avant que n'explose mai 68. Donc ça, c'est une réalité très importante qu'il faut vraiment prendre en compte parce qu'on l'oublie. On oublie d'où on vient en si peu de temps, d'un monde solidaire, où tout le monde était augmenté en même temps, à un monde où chacun négocie ses primes, son salaire, sa place dans l'entreprise, ses formations, ses promotions. Et puis, en concurrence les uns avec les autres. Mais il y a aussi encore plus important, presque on peut dire, non seulement chacun est en concurrence avec les autres, mais chacun est en concurrence avec soi-même. Parce que ce que demande maintenant le management moderne, là on passe dans les années 2000, c'est de se dépasser soi-même en permanence, de viser l'excellence en permanence, de savoir être résilient, de savoir se mettre en question, ce qu'on appelle accepter de sortir de sa zone de confort pour grandir dans l'entreprise. Voilà, c'est des mots qui sont dans tous les références managériales. Il faut savoir grandir, il faut savoir sortir de sa zone de confort, il faut savoir être résilient, se remettre en question, etc. Et donc, on est sur une thématique qui est d'aller toujours chercher, c'est ce que requiert le management, au fond de soi des ressources qu'on ne soupçonnait même pas pour pouvoir relever les défis que pose le management à travers les hiérarchies. Voilà, il faut toujours aller plus et ne pas se contenter d'atteindre les objectifs, il faut les dépasser, il faut savoir les dépasser. Moi, j'avais vécu, je permets de la restituer une anecdote que je cite souvent parce qu'elle m'avait beaucoup frappée. Au cours d'une enquête que je faisais dans une entreprise de haute technologie, j'étais tombée sur un cadre de haut niveau qui m'expliquait qu'il avait eu une aventure dont il voulait me parler. Il dirigeait une équipe assez nombreuse de très haut niveau, des ingénieurs, et un jour, il arrive pour l'assignation de ses objectifs personnels, il arrive dans le bureau de son N+1 et il dit, le petit jeune, parce que son N+1 venait d'être remplacé par un petit jeune qui sortait des grandes écoles, etc., il m'a fixé des objectifs qui étaient tellement surdimensionnés que j'ai dit que d'abord j'ai essayé de négocier, j'ai essayé de l'expliquer, j'ai vu qu'il était totalement fermé, donc je me suis dit je démissionne. Je ne peux pas demander à mon équipe d'atteindre des résultats pareils parce que ce n'est pas possible. Alors il retourne vers son équipe, qu'il aimait beaucoup cette équipe. Cette équipe appréciait énormément ce cadre et il leur dit, voilà, je vous annonce que je démissionne parce que je viens de recevoir des objectifs que j'estime inatteignables. Alors l'équipe dit, mais non, on ne veut pas que vous partiez, on tient beaucoup à vous parce que c'était un vrai professionnel, un expert qui soutenait, qui avait toujours des bonnes solutions pour son équipe. Et donc, ses subordonnés étaient complètement catastrophés. Ils se réunissent entre eux et ils lui disent, voilà, on a réfléchi ensemble, on a passé une demi-journée en réunion, on va faire tout ce qu'il faut pour atteindre ces objectifs. D'accord, on va travailler en heures sup qu'on ne demandera pas, hein. On ne demandera pas à se faire payer, on va bosser même s'il le faut le week-end, etc. Mais on va les obtenir et comme ça, vous allez rester. Alors il dit, j'étais tellement touché, j'ai accepté. Et donc, toute l'année se passe, tout le monde bosse comme des dingues. À la fin de l'année, ils ont atteint tous les objectifs. Donc lui, il était ému, fier, etc. Et il entre dans le bureau pour l'évaluation de son N+1, le petit jeune, et le petit jeune est comme ça, il lui dit, oh là là, parce qu'il se tutoie toujours, oh là là, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas compter sur toi. Alors il dit, excuse-moi, tu t'es trompé de dossier là. Ah non, je crois pas, j'ai le bon dossier là, j'ai votre dossier. Il dit, mais regarde, on a atteint tous les objectifs, prends-les un par un. Et l'autre dit, ouais, t'as atteint tous les objectifs, mais vous en avez dépassé aucun. Et il a été mal noté,
parce que les objectifs, il faut les dépasser. Et moi, ça m'arrive souvent d'aller dans des séminaires de cadres où je leur raconte ça, et tous ils me disent, ben ouais, les objectifs, c'est fait pour être dépassé, toujours. Et ils disent, ces cadres, et c'est là qu'on tombe vraiment dans une problématique difficile, parce qu'on tombe dans l'arbitraire. Lesquels il faut dépasser? Et de combien? On ne sait pas. Là c'est pas on a atteint ou on n'a pas atteint, c'est il faut les dépasser, mais de combien? Comment on va être apprécié? On ne sait pas. On tombe dans quelque chose qui est arbitraire et qui n'a pas... voilà, qu'on ne peut plus maîtriser, qu'on ne peut plus contrôler, sur lequel on n'a plus de prise. Voilà, il faut dépasser les objectifs. Ah oui, mais comment, de combien, etc. Donc ça, c'est une réalité qui est effectivement extrêmement difficile, qui est anxiogène, qui semble pour tous, qui sont confrontés à cette réalité assez injuste, parce qu'on travaille, on se donne, et on n'est jamais sûr d'être évalué de manière positive. On dépend de la façon dont on sera subjectivement apprécié par son hiérarchique. Bon, donc l'individualisation, elle, en fait, elle encense la personne, l'individu, au détriment du collectif, au détriment de tout ce qui est appréhendé, oui, de façon collective. On est vraiment focus de la part du management sur la personne. C'est pas sur le professionnel. C'est bien ça qu'il faut différencier. Il ne s'agit pas de s'adresser à des bons professionnels, mais à des personnes. Et donc, il faut enrôler leurs émotions, il faut sélectionner les émotions positives des émotions négatives au travail, il faut solliciter celles qui sont positives et il faut entraîner les salariés pour qu'ils s'automotivent et essayent tout le temps de se dépasser, de viser l'excellence et la performance la plus grande possible. Les recruteurs, les cabinets de recruteurs expliquent maintenant qu'on ne leur demande pas de trouver les bons professionnels. On leur dit, trouvez-nous la bonne personne. Et ils donnent des critères: résilient, réactif, qui se remet en question, qui est loyal, qui a de l'intuition. Enfin, voilà, on demande des caractéristiques qui relèvent de la bonne personne, pas du bon professionnel. Là aussi, on est dans la disruption. C'est véritablement un changement. Il y a une espèce d'encensement de ce qui relève de la personne. Et moi, je me souviendrai toujours, j'étais une fois à un colloque où j'avais à côté de moi Stéphane Richard, qui était à l'époque le PDG de Orange, et il présentait son nouveau slogan qui était « Le salarié unique et le digital humain ». Et ces deux termes sont très, très illustratifs, parce que c'est unique et humain. C'est-à-dire chacun est pris en tant qu'humain spécifique. Voilà. Alors effectivement, pour une inversion du rapport de force, c'est une réussite totale. On n'a pas affaire à des gens qui sont en nombre, qui pèsent parce qu'ils ont une capacité d'action importante du fait de leur importance numérique. Non, là, le management, il saisit, il mobilise, il sollicite des personnes en essayant d'appréhender leur dimension, on dirait la plus narcissique. On dirait vraiment, par exemple, j'ai des collègues comme Vincent de Gaulle-Jacques, pour ceux qui s'intéressent un peu, qui parlent de la dimension narcissique du travail. Et effectivement, de ce point de vue, il y a une dérive de la réalité de ce que devient le travail, l'activité professionnelle. Parce que travailler, c'est en fait coopérer avec autrui pour satisfaire le besoin d'autrui. C'est quelque chose qui est de l'ordre, presque on pourrait dire, du don. Je travaille pour la société, pour sa pérennisation. Je travaille pour satisfaire le besoin des uns et des autres. Je fais partie prenante de l'interdépendance qui caractérise notre société. Voilà. Et on nous oriente de plus en plus, à travers cette modernisation managériale, vers un travail où chacun cherche à réaliser ses ambitions les plus personnelles, les plus individuelles, les plus narcissiques, les plus égotiques. Voilà, on va être le meilleur, le plus fort, le plus reconnu, le plus payé, celui qui a les primes les plus élevées, etc., etc. Donc là, il y a une dérive
de ce que l'activité professionnelle, le travail devient. C'est plus une contribution de chacun à la société, moyennant un salaire bien sûr, mais ça devient, voilà, tu peux te révéler à toi-même en te révélant à ta hiérarchie, montrer qui tu es, et puis voilà, avec des rêves de toute puissance, de réussite totale, sans tenir compte des autres, en marchant sur la tête des autres. Et donc là, il y a une évolution assez importante. Alors, moi, je présente le côté négatif d'un point de vue sociologique, me semble-t-il, de ce qu'est l'individualisme, mais il y en a beaucoup d'autres pour qui c'est un progrès, qui considèrent que prendre en considération les besoins des uns et des autres, s'intéresser à ce que vit chacun, à ce que veut chacun, à ce que désire chacun, à ce que fantasme même chacun au travail, bah, ça relève aussi de la liberté, de quelque chose qui relève du progrès, d'une avancée sociale. Il y a des gens, notamment des jeunes, qui disent bah, moi je suis content quand je vais dans une entreprise, on me dit qu'on va me demander des choses qui correspondent à qui je suis et qu'on va me faire grandir. Moi j'aime bien, moi ça me plaît. Voilà, donc moi je présente le versant un peu noir, même un peu beaucoup noir, de cette individualisation, personnalisation, mise en concurrence des uns avec les autres, mise en concurrence de chacun avec soi-même, comme quelque chose qui, du point de vue social, du point de vue de la société, est dangereux, mais c'est vrai que ça pourrait répondre aux besoins de ce qu'on appelle la génération Z, qui a envie de s'exprimer en tant qu'être spécifique dans son travail, qui ne souhaite pas être fondu dans la masse, qui ne serait pas satisfait à travail égal, salaire égal, considérant que pour des postes identiques, on peut travailler de manière différenciée et donc être géré, récompensé différemment. Bon. Mais, alors, même si on prend cette hypothèse-là au sérieux, en disant, voilà, ce qui est proposé dans le premier pilier, c'est la capacité d'interagir avec son travail, de s'exprimer, de s'affirmer, de se satisfaire, même narcissiquement, de son travail. Le problème, et c'est pour ça qu'on peut vraiment parler de tension, de contradiction, c'est que tous ces aspects-là qui ont été sursollicités par le management moderne dans le premier pilier vont venir se fracasser dans le deuxième pilier, contre le deuxième pilier, qui est celui qui représente l'organisation même du travail. Là, on est sur la gestion des salariés, la manière dont on les motive, mobilise, rémunère, etc. Mais on passe là, avec ce deuxième pilier, sur l'organisation même du travail. Comment leur travail est organisé. Eh bien, c'est là où il y a une contradiction, comme je l'évoquais, c'est que l'organisation du travail très contemporaine dans le nouveau modèle managérial, elle reste très inspirée du modèle taylorien. Il n'y a pas de rupture dans la logique organisationnelle par rapport à cette démarche taylorienne. Et ce à quoi nous assistons, c'est effectivement à un ensemble énorme de prescriptions à travers des dispositifs, des outils divers qui se traduisent par des process, des procédures, des nomenclatures, des codifications, des méthodologies, des bonnes pratiques qui sont concoctées par des spécialistes extérieurs à l'entreprise, que sont en réalité les consultants de grands cabinets internationaux. Ce sont des spécialistes, consultants, qui sont dans n'importe quel pays, qui font des veilles permanentes pour essayer de rassembler les méthodes de travail les plus performantes, les plus rentables, les plus productives, les plus efficaces, et qui les appliquent dans n'importe quel secteur, n'importe quel pays, n'importe quel métier, de façon totalement abstraite, et on leur demande d'avoir un regard abstrait par rapport à ces questions. Il y a un livre très intéressant de Marianne Dujarrier qui s'appelle « Le management désincarné », où elle dit que ces consultants sont des planeurs.
Alors, planeur à deux titres, c'est-à-dire qu'ils planifient, mais en même temps ils planent, parce qu'ils sont vraiment à des kilomètres par rapport au terrain qu'ils ne connaissent même pas, et pour personne ça ne représente un problème. Ils savent quelles sont les meilleures manières de travailler, faire des procédures, des protocoles, et qui sont relayés par des logiciels. Et donc, tout ça, effectivement, va s'imposer à tous ces salariés à qui on a titillé au sein d'eux-mêmes leurs aspirations les plus personnelles, leur subjectivité, leurs émotions les plus fortes, leurs fantasmes, etc. On leur dira, faites-le, allez-y. Mais attention, il faut quand même suivre toutes les prescriptions qui sont inscrites dans l'organisation du travail. C'est très important. Vous ne pouvez pas par vous-même déterminer la manière de travailler. Voilà, ce sont vous êtes pris en charge par des spécialistes qui sont vraiment excellentissimes, à des niveaux mondialisés, etc., etc. Et donc vous devez vous en tenir à ces prescriptions, ces codifications, etc., etc. Quel que soit votre niveau, ingénieur de très haut niveau, technicien, tout le monde est logé à la même enseigne et réduit à cette logique taylorienne. Là, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on conserve cette logique taylorienne alors que voilà, on est dans une dimension totalement disruptive par rapport à la manière dont sont pris en charge les salariés dans notre modèle managérial de manière autonome, libre, etc. Et, voilà, personnalisée. Eh bien, il faut faire un petit retour en arrière aussi sur ce qu'est véritablement le taylorisme, pour comprendre pourquoi on en conserve encore une grande partie, et en tout cas, on s'en inspire énormément. Le taylorisme, qu'est-ce que c'est? Alors, tout le monde sait que c'est l'éclatement des métiers en tâches élémentaires, avec des modes opératoires, des temps alloués, donc une extrême prescription de toute l'activité professionnelle des ouvriers à l'époque, et que ça a été mis en place par Taylor à la fin du 19e siècle. Mais je ne sais pas si tout le monde le sait, Taylor, à la fin du 19e siècle, était un consultant déjà. Et comme il était un consultant et qu'il faisait la promotion de son livre, de son modèle, pardon, il a beaucoup écrit. Et donc on connaît bien sa pensée, sa philosophie, et comment il a été conduit à concevoir ce modèle d'éclatement des métiers, pourquoi, etc. Il explique très 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 bien. Et il faut savoir, pour bien comprendre tout ce qu'il explique, qu'à l'époque où il œuvrait, aux États-Unis, quand un riche américain voulait ouvrir un business, il était obligé de se référer, s'en référer à des ouvriers de métier. Il y avait beaucoup de syndicats de métier à l'époque, très puissants. Donc il allait auprès des ouvriers de métier en leur disant, voilà, je voudrais produire des tables, des vélos, n'importe quoi. Comme lui, il n'apportait que l'argent et ne connaissait rien aux métiers nécessaires pour produire ce qu'il voulait vendre, il s'en remettait aux compagnons, aux ouvriers de métier, qui eux-mêmes embauchaient des compagnons, et ensemble, ils définissaient l'organisation du travail. Parce que c'était eux qui détenaient les savoirs, les compétences, les connaissances nécessaires pour produire ce qu'ils devaient produire. Et le patron, lui, ne pouvait rien dire parce qu'il ne connaissait rien du tout, mais quand il voyait que ça n'allait pas très très bien, il baissait les tarifs. C'était sa manière de tenir un peu en main tout le monde. Et Taylor observe ça et il dit, je vois la flânerie systématique que pratiquent ces ouvriers. Et il dit, parce que c'est un idéologue de haut niveau, il n'y a pas de modèle managérial productif sans idéologie. Il dit, je les comprends très bien parce que si j'étais à leur place, je ne travaillerais pas trop vite parce que je voudrais d'abord ménager ma santé, ne pas risquer d'accident, ne pas risquer d'usure prématurée. Donc voilà, il ne faut pas forcer l'allure, il faut aller prendre son temps pour bien travailler aussi, pour la qualité de ce qu'on produit. Et puis, il n'est pas nécessaire de produire une valeur supérieure à ce qu'on reçoit comme argent de la part du patron. Taylor dit, je les comprends très bien. Et
moi je suis choqué, dit Taylor, parce que la productivité est très faible, et en réalité, dit-il, je ne prends le parti ni des ouvriers, ni des patrons. Et c'est là où il est excellent. Il dit, je prends le parti de la nation américaine, des intérêts supérieurs de la nation américaine, je prends le parti du bonheur américain, parce que je constate que, en raison de la flânerie systématique des ouvriers, les consommateurs, les citoyens américains n'ont pas sur le marché des biens de consommation des biens en nombre suffisant et à un prix abordable. Donc la pratique des ouvriers qui ralentissent, freinent et qui ont une faible productivité, elle est nocive pour le patron, mais ce n'est pas mon problème, elle est nocive pour toute la nation américaine. Donc moi, je propose une solution au nom du bonheur américain. Il faut avoir une organisation du travail qui soit productive, rentable, et pour ce faire, eh bien, il faut enlever le savoir aux ouvriers, car, dit-il, et c'est ça le fondement de son modèle, le savoir, c'est du pouvoir. Et si on laisse le savoir aux ouvriers dans les ateliers, on leur laisse le pouvoir. Et c'est en raison de ce pouvoir que la nation américaine paye le prix de la flânerie. Donc, il faut les priver de ce pouvoir qui est trop fort, donc il faut les priver de leur savoir. Et dit-il, c'est ça la logique taylorienne, il faut transplanter tous les savoirs de métier, les connaissances, l'expérience, autour du patron qui va s'entourer d'ingénieurs venant des grandes écoles américaines qui sont à l'époque de très haut niveau. Et c'est la deuxième invention formidable de Taylor, qui est un grand idéologue, dit-il, à l'aide de la science qui est neutre, universelle, impartiale, objectif, grâce à l'aide de la science, une fois que nous aurons tout ce corpus des savoirs des ouvriers, eh bien les ingénieurs américains vont trouver la one best way, la seule meilleure manière de produire, la plus efficace, la plus productive. Voilà. Et donc, c'est neutre, c'est objectif, c'est impartial, et c'est pour le bonheur américain. C'est formidable, c'est-à-dire qu'il arrive à la fois à dépouiller les ouvriers de leur pouvoir, de leur savoir, etc., d'en faire de simples exécutants, et en même temps, il le fait passer sous le couvert d'un progrès social, d'un progrès économique, d'un progrès lié à la science. C'est pour ça qu'on parle d'organisation scientifique du travail ou d'organisation rationnelle du travail pour le taylorisme. Et il faut comprendre qu'à l'époque, même les esprits de gauche aux États-Unis étaient convaincus. Ils disaient il ne faut pas combattre l'organisation scientifique du travail parce qu'elle est rationnelle, elle est productive, elle est formidable. Il faut se battre sur la redistribution des richesses qui sont produites grâce à cette organisation techniquement scientifique et si efficace. Voilà. Donc ne remettons pas l'organisation scientifique du travail en question, mais battons-nous sur la redistribution. Et d'ailleurs, Lénine va introduire en Union soviétique le taylorisme, en disant c'est la meilleure manière de permettre à la classe ouvrière de gagner du temps, puisqu'ils vont être très productifs en moins de temps, pour pouvoir prendre les rênes du régime et assurer la dictature du prolétariat. Donc il y a vraiment, on voit que Taylor a été un idéologue magnifique, c'est-à-dire qu'il a fait passer ce qui était, mais oui, un rapport de force incroyable, une inversion là aussi du rapport de force incroyable. Il dépouille complètement les ouvriers de tout leur savoir de métier qu'ils donnent aux ingénieurs, il les transforme en simples exécutants. Après, il dit qu'il faut les payer un peu plus proportionnellement. S'il y a une augmentation de 100% de la productivité, on peut les augmenter entre 10 et 30%. Voilà. Et puis, il faut aussi s'occuper sur le plan ergonomique pour qu'ils ne se cassent pas, pour qu'il n'y ait pas trop d'accidents, etc. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il y a une philosophie derrière qui est d'enlever le pouvoir aux travailleurs de manière à ce qu'ils ne puissent pas remettre en question les règles du jeu et les objectifs poursuivis par la direction. Donc, c'est pour ça que
Alors après, ce sera continué par Henry Ford, hein, qui va mettre en place ces chaînes de montage. Et lui aussi, il dira tout le temps, parce qu'il écrit des livres, il faut tenir compte du moment où le jeu en vaut la chandelle pour les travailleurs, et cette idée de la prospérité américaine grâce à une augmentation de la productivité. Bon, il se trouve qu'il était nazi, enfin pro-nazi, que ça a mal fini cette histoire, mais bon, ça c'est une autre aventure. Donc, pendant les 30 Glorieuses en France, il faut savoir que les organisations syndicales ne contestaient pas les principes de l'organisation taylorienne du travail. Les organisations syndicales disaient, c'est pas à nous de nous mêler de la manière dont les travailleurs sont exploités. On ne va pas inventer quelque chose qui soit soi-disant plus adapté, parce que on est contre l'exploitation de l'homme par l'homme, en tout cas pour la CGT, et donc on ne va pas s'en mêler. Et c'est vrai que les organisations syndicales et c'est pour ça que mai 68 s'est produit en dehors des organisations syndicales, parce que celles-ci se focalisaient essentiellement sur les augmentations de salaire et de primes. Dès qu'il y avait une détérioration de ce qu'on appelle maintenant la qualité de la vie au travail, eh bien, les organisations syndicales réclamaient une augmentation, ou des primes nouvelles, ou des augmentations de primes, plutôt que de demander qu'on arrête de détériorer les conditions de travail. Ça donnait lieu à des primes qui étaient assez substantielles et qui faisaient que tout le monde acceptait cette réalité. C'est pour ça que quand 68 a éclaté, l'organisation du travail, pour l'organisation du travail, il n'y avait pas de modèle alternatif. Il n'y avait pas de modèle. Les organisations syndicales ne pouvaient pas dire, voilà, nous, on n'est pas d'accord pour on continue sur le modèle taylorien, on propose tel... Parce qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de savoir syndical sur ce que pourrait être une organisation du travail respectueuse des travailleurs et des travailleuses. Voilà, les organisations syndicales n'étaient pas concentrées sur cette question et ont eu beaucoup de mal. Il y a eu une sorte de divorce qui s'est produit en mai 68, parce que jusqu'alors, pendant les 30 Glorieuses, ça allait bien. Détérioration par une organisation du travail qui était de plus en plus axée sur l'intensification du travail et sur la déqualification, mais compensée par des augmentations de salaire et des primes extrêmement substantielles. Donc le deal y était. Le deal y était du point de vue des organisations syndicales. Et quand les ouvriers et les ouvrières ont dit ben nous c'est autre chose qu'on veut, paf, on est tombé dans une sorte de boîte noire dont le patronat est sorti plus vite en inventant son modèle que les organisations syndicales qui n'avaient pas vraiment de modèle de remplacement, si on peut dire, si on peut appeler les choses comme ça. Donc voilà, c'est pour ces raisons-là que les managers, le management à l'époque, dans les années 90-2000, qui ont totalement, radicalement transformé les modalités de mobilisation des salariés par la personnalisation, n'ont pas voulu renoncer à l'organisation taylorienne du travail, parce que c'est un mode de contention des ouvriers, de contention qui fait qu'on ne leur laisse pas la possibilité de développer leurs compétences pour s'affirmer dans l'entreprise, pour s'arroger le droit, la possibilité d'imposer leur point de vue de professionnel sur le travail. Donc il s'agissait effectivement de continuer dans la logique taylorienne, et c'est ça qui crée la première tension phénoménale, je trouve, entre le pilier d'humanisation, personnalisation d'un côté du travail, et de l'autre une organisation qui reste, elle, très encadrée par une logique taylorienne de déni de la professionnalité des travailleurs. Or, nous sommes à une époque où cette professionnalisation, elle est de plus en plus importante, elle augmente de plus en plus avec la tertiarisation de notre économie, bien sûr, et puis avec les informations de tout horizon que nous pouvons capter à travers les multiples réseaux, les médias, etc., etc.
Et donc on est arrivé à une situation où il est important du point de vue managérial de pouvoir asseoir l'emprise des dirigeants, la domination des dirigeants suffisante sur les travailleurs de haut niveau pour qu'ils acceptent de travailler selon des critères qui ont été déterminés par leur direction et qui ne répondent pas toujours aux critères et aux valeurs et au sens du travail et des métiers des professionnels. Et alors il y a un troisième pilier qui est toujours dans la visée taylorienne, qui consiste en gros à dépouiller aussi, comme vous le voulez Taylor, les salariés de leur savoir et de leur connaissance. Comment faire pour les dépouiller? Taylor avait dit, on va les observer, voilà, minuter, chronométrer, noter, on les ramène là, les ingénieurs vont étudier ce corpus, vont le dépecer, etc. Ça n'est plus possible à l'heure actuelle, enfin, ça n'est plus possible de procéder de la même manière, et donc il y a une autre stratégie qui est mise en place et qui consiste à pratiquer le changement permanent pour mettre en obsolescence les savoirs, les connaissances, l'expérience des professionnels. Alors, on ne peut pas leur retirer objectivement, mais on va les rendre périmés, on va les mettre en obsolescence. Et alors, le changement permanent, il répond à plusieurs logiques. Le fait que nous sommes dans un moment de globalisation avec une accélération temporelle énorme, et effectivement, il est nécessaire que les directions d'entreprise adaptent les structures, le fonctionnement de leurs entreprises pour être à la hauteur. Il y a d'autres raisons aussi du changement, qui est que les consultants ont besoin d'entretenir le marché. Et donc, il faut qu'il y ait une révolution des modes et qu'on passe d'une mode à une autre. Donc, il y a un renouvellement lié à la nécessité de maintenir le marché pour les consultants. Mais il y a aussi cet objectif qui est bien déterminé, qui consiste à mettre les savoirs, les connaissances, l'expérience collective et individuelle des professionnels en obsolescence. Ça, c'est quelque chose. Et je dois dire que la première fois où ça m'est apparu de façon absolument incontournable, j'étais à un séminaire de cadres de France Télécom, donc à la fin des années 90. Et à la fin de ce séminaire, arrive un cadre qui avait l'air de haut niveau et me dit Madame, vous savez quel est mon vrai boulot? Alors, je dis ben non, je savais qu'il voulait me. Bon, je dis dites-moi, mon vrai boulot à moi, c'est de produire de l'amnésie. De l'amnésie? Mais je ne comprends pas. Pourquoi vous voulez produire de l'amnésie? Ah, il me dit parce que France Télécom est en train de prendre un virage vers le commercial. Nous sommes en train de changer, de transformer nos structures. Nous allons nous porter sur le marché commercial et même à la bourse, etc. Et il nous faut vider la tête de nos agents des valeurs du service public pour qu'il y ait la possibilité d'y introduire les valeurs commerciales. Mais il me le dit comme ça. Et donc je suis là pour vider la tête de nos agents. Et je dis, ah d'accord, mais comment est-ce qu'on fait pour vider la tête des agents? Ah, il me dit, c'est très simple, madame. On secoue le cocotier. Oui, eh bien voilà, on change les structures, on change le fonctionnement de manière à ce que les agents vivent une déstabilisation, une mise en incertitude, etc., pour qu'ils se rendent... Alors, il n'a pas utilisé le terme docile, mais quelque chose qui ressemblait, que j'ai oublié, mais bon, en gros, qu'ils se rendent dociles et acceptent d'incorporer les nouvelles valeurs commerciales. Et donc, moi, je suis là pour ça. Je produis de l'amnésie, je leur fais oublier, et après, je remplis avec des autres valeurs. Donc, cette idée... Et à l'époque, effectivement, comment faisait... Ça, il ne m'en avait pas parlé, mais après, moi, j'ai fait partie de l'Observatoire du stress et des mobilités forcées de France Télécom, à la suite des nombreux suicides qui se sont produits. Et effectivement, ce qui se pratiquait à l'époque, c'était ce qu'on appelait le changement perpétuel,
pour déstabiliser les salariés, parce qu'il s'agissait de faire partir 22 000 agents, et on ne peut pas licencier les agents, donc il fallait leur donner envie de partir. Et pour leur donner envie de partir, eh bien, le management à l'époque a créé ces mobilités systématiques où les agents étaient, par exemple, des techniciens qui travaillaient sur les fils télégraphiques, on les mettait dans les call centers, qui n'avaient rien à voir comme métier, où ils se trouvaient complètement perdus, complètement déboussolés, complètement... Et ça, c'est cette idée, effectivement, d'un changement qui permet de faire ce que l'on veut faire, en réalité, aux travailleurs et aux travailleuses. Et de fait, ce qu'on peut observer, c'est que les salariés perdent tous leurs repères, ils sont totalement déboussolés, et surtout, ils sont ravalés au rang d'apprentis à vie. D'apprentis à vie, c'est-à-dire qu'ils essayent en permanence de comprendre, et ils dépensent une énergie folle pour essayer de retrouver une maîtrise cognitive du contenu de leur travail, de l'environnement de leur travail. Et c'est un boulot qui est énorme, tout en sachant que dans 2-3 ans, tout va rechanger de nouveau. Donc c'est épuisant, c'est fatigant, c'est déstabilisant. Et c'est vrai que dans ces conditions-là, la hiérarchie peut arriver en disant « mais regardez, nous vous avons préparé toutes ces procédures, ces protocoles, ces méthodologies, vous n'avez qu'à les suivre et tout ira très bien. Effectivement, vous ne pouvez pas vous faire confiance parce que tout ce que vous savez, c'est déprécier, c'est d'évaluer, c'était pour avant. Maintenant, vous n'avez pas les compétences, mais c'est normal parce que tout évolue si vite que personne, à part les cabinets de conseil qui font une veille internationale permanente, mais vous devez vous en remettre à ces protocoles, ces procédures et ces prescriptions. Et donc, effectivement, la pratique du changement permanent, c'est un moyen de faire en sorte que les professionnels, quel que soit leur niveau, très haut niveau, ils sont bien contents de s'en remettre à ces procédures, ces best practices qui sont concoctées par des consultants qui ne connaissent rien de la réalité des métiers qu'ils ont formatés. Mais voilà, c'est ça la situation d'une grande partie des salariés à l'heure actuelle. C'est-à-dire que non seulement on les mobilise uniquement en tant que personnes et on les reste pas en tant que professionnels, mais parce qu'on attaque leur professionnalité. Et on l'attaque sciemment, stratégiquement, parce qu'on considère que leur professionnalité, c'est un danger, c'est un pouvoir, et qu'ils peuvent l'utiliser contre la direction pour imposer, en tout cas essayer d'imposer un autre point de vue sur la manière dont il faut travailler, sur le sens du travail, sa qualité, sa finalité, son utilité sociale, selon les valeurs de métier. Voilà, on est dans cette réalité-là. Et ça se traduit comment? Ça se traduit par des restructurations incessantes de services et de départements, par des mobilités imposées ou forcées, par des recompositions de métiers sans arrêt, par des changements de logiciels incessants, par des déménagements. Voilà, on bouleverse tout le temps et les salariés sont perdus, sont noyés, sont déboussolés. D'autant plus qu'ils sont saisis dans cette individualisation, absence de collectifs qui se soutiennent et qui peuvent essayer ensemble de retrouver des logiques professionnelles et s'y tenir. Mais voilà, il y a la construction de ce modèle managérial qui tourne autour essentiellement de la fragilisation, de la vulnérabilisation des salariés et qui transforme leur travail en une épreuve solitaire face à des situations intenables de changement, de dévalorisation de leur savoir et de leurs compétences et de leur formation. Voilà, donc des réalités, des situations de travail qui expliquent beaucoup, pour beaucoup en tout cas, la domination maintenant de notre espace public par ces débats autour de la souffrance au travail, les risques psychosociaux, les suicides au travail, le burn-out, et même les addictions
à des substances psychoactives pour tenir au travail, oui, 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 il y a beaucoup de souffrance au travail parce que fondamentalement, le modèle se caractérise par une disqualification, une dévalorisation de la professionnalité au profit d'une mobilisation de la personnalité, mais dans un état de soumission à une organisation du travail pensée en dehors d'eux. Donc c'est ça, de façon un peu ramassée, peut-être un peu trop schématique, mais c'est bien ça la réalité du modèle managérial dans lequel nous baignons et qui est vraiment extrêmement dur. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de quatrième pilier, on peut dire, ça un pilier qui est constitué par les DRH de la bienveillance et du bonheur. Parce que comme tout ça est très difficile, et bien voilà, les DRH sont là pour que la vie au travail soit heureuse. Donc ils vont vous proposer des séances de yoga, de méditation, des séances de fou rire aussi. Vous pouvez être en train de travailler dans un open space et on dit « Ah, le coach du fou rire est arrivé, il est en salle 220, là vous pouvez y aller, vous allez rire et puis après vous revenez, vous sentirez très très bien. » Et donc il y a ça, il y a les Chief Happiness Officers qui font des déclarations d'amour aux salariés. Tous les matins, nous nous réveillons en pensant à vous, comment nous pouvons améliorer la vie au travail. Alors on leur fournit des viennoiseries, des jus à tous les étages. Par exemple, j'ai été visiter Google, un bâtiment de Google, et il y a tout ça pour les jeunes, mais il y a aussi, par exemple, une salle un peu plus que la moitié de cette salle, avec une douzaine de guitares, une batterie, tout ça étant sonorisé pour que les jeunes ils puissent aller faire, comme dit un bœuf, peuvent se réunir et jouer. Bon, la salle était vide, et paraît-il, elle est assez souvent. Donc, mais il y a toute cette mise en scène de la bienveillance, de la prise en compte des besoins. Il y a des conciergeries. Le matin, vous pouvez amener vos vêtements sales, et ben, le soir, moyennant un petit paiement, elles sont lavées, repassées, vous repartez avec. J'ai même entendu, alors ça c'est par des directeurs de ressources humaines, j'ai entendu parler de direction d'entreprise qui, lorsqu'elle demandait des heures supplémentaires, notamment à ces messieurs, eh ben, les DRH s'occupaient d'envoyer des bouquets de fleurs à madame pour que madame ne fasse pas la tête quand monsieur revient trop tard du travail. Enfin bon, voilà. Donc une espèce de prise en charge de la vie privée pour que tout se passe pour le mieux. Voilà. Bon, alors en gros, je ne vais pas durer trop longtemps, ça c'est le modèle managérial. Alors on peut se poser la question de savoir comment ça tient ça, parce que ça... Enfin, j'ai fait, me semble-t-il, une analyse qui peut paraître assez effrayante quand même, de tensions, contradictions, paradoxes, manipulations, des choses qui se fracassent. Bon, bref, c'est vrai, avec comme solde la souffrance, la peur de bien des jeunes d'aller travailler dans le monde du salariat. Hein. Les jeunes, quand ils entendent leurs parents... à la maison, ça ne leur donne pas très envie d'aller faire un tour dans le salariat parce qu'ils voient ce qui se passe. Et donc, la question c'est qu'est-ce qui fait que personne ne remette en cause ce modèle qui n'est pas d'ailleurs très performant, hein, on le voit très très bien avec tous les rappels. Je ne sais pas, vous êtes sensible à tous les rappels, on a mal produit tel et tel article, il faut le renvoyer, ou les trucs, les taka-taka là, c'est pas ça, taka-taka. Vous savez, les ballons, là les airbags, oui, mais ça, ça a un nom. Takata. Takata, voilà. Les takata. Ou alors, il y a tout le temps. C'est pas très efficace ce modèle, parce que justement, il ne laisse pas se déployer la professionnalité, la compétence, le travail collectif, c'est pas très professionnel. Mais ça permet de maintenir les salariés, d'asseoir l'emprise managériale sur eux, voilà. Mais qu'est-ce qui permet justement, qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas une révolte, une remise en question
qu'est-ce qui fait? Alors, je crois que une des hypothèses, me semble-t-il en tout cas, c'est le lien de subordination qui est inscrit au cœur du contrat salarial. Quand vous signez un contrat salarial, quand vous entrez dans le salariat, vous acceptez d'obéir systématiquement à votre hiérarchie. Vous devez obéir. Et si vous êtes dans le public, alors ça c'est le lien de subordination dans le privé, dans le public ça s'appelle le devoir d'obéissance. Ça ne s'appelle pas autrement. Vous devez obéir. C'est-à-dire qu'il y a un contrat, l'employeur vous recrute sur un temps déterminé, qui est un temps de travail, mais qui est le temps de votre vie, et à lui, comme il s'engage à vous payer, à vous rémunérer pour ce temps de travail, à lui, employeur, il revient d'organiser la façon dont vous allez travailler. Ça relève de sa responsabilité unilatérale. C'est lui qui décide comment vous devez travailler. Et vous devez le faire. Si vous vous opposez, c'est considéré comme une faute professionnelle qui peut vous mener au licenciement. Vous êtes tenu d'obéir à votre supérieur hiérarchique. Et c'est bien parce qu'il y a cette obligation que, notamment, il y a du harcèlement sexuel, du harcèlement moral, parce que les gens ne savent pas à partir de quand ils ont le droit de dire non. C'est quelque chose qui est très très difficile quand on est tenu à obéir. On peut dire non, arrêtez. Enfin bon, c'est très compliqué, c'est très difficile. Alors, moyennant quoi, l'employeur auquel vous avez le devoir d'obéir en permanence et qui a la responsabilité d'organiser votre travail, il a aussi la responsabilité de votre sécurité et de votre santé physique et mentale. Donc, on considère que c'est équilibré. Ouais, alors, effectivement, j'ai discuté avec des responsables de fédérations syndicales, même de confédérations, et pour eux, il ne faut pas toucher à la subordination parce que, effectivement, c'est comme ils me disent, grâce à la subordination que l'employeur est responsable de la sécurité et de la santé physique et mentale. Mais quand on regarde les chiffres, on peut trouver qu'il est peut-être responsable, mais il n'est pas très efficace. Hein, parce qu'en France, le taux de mortalité, le taux d'accidents mortels au travail est extrêmement élevé. Il y a plus de 2 accidents mortels par jour au travail. Plus de 2 accidents mortels. Donc la responsabilité pour la protection de la santé physique et mentale, et puis quand on voit le nombre de dépressions, le nombre de suicides, les burn-out, etc., on voit aussi que la responsabilité de la santé morale, elle n'est pas très très bien exercée par les directions. Mais voilà, c'est l'équilibre, et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de difficultés à critiquer le modèle managérial, à le remettre en question, ou à essayer de le changer de facto sur le terrain. D'autant plus que ce lien de subordination, il est vécu de manière de plus en plus personnalisée. C'est-à-dire qu'auparavant, pendant le 30 Glorieuses, il y avait un lien de subordination, mais il était un peu régi, entre guillemets, au sein des collectifs, qui avaient des minuscules capacités de contre-pouvoir. Par exemple, un collectif d'ouvriers pouvait dire à son contremaître, nous embête pas trop parce qu'on va te coller une grève du zèle. Bon. Et effectivement, une grève du zèle, on peut pas... Vous savez ce que c'est une grève du zèle? C'est qu'on fait absolument tout ce qu'on est censé faire, etc. Alors que dans la réalité du travail, ça se passe un peu autrement parce que chacun fait de sorte que ça se passe bien et aille au rythme souhaitable. Mais quand on applique tout à la règle, eh bien, la production sort peut-être, mais avec beaucoup plus de lenteur. Donc pour dire que les collectifs, ils avaient un minuscule contre-pouvoir et ce lien de subordination, bon, il était vécu collectivement. Maintenant, c'est individuellement, personnellement, que chacun ressent ce lien de subordination comme une laisse autour du cou. Et qui le met dans l'impossibilité de critiquer, de dire non mais tout ça va pas, moi je suis un bon professionnel, je suis un ingénieur, j'ai de l'expérience, je peux vous dire que bon, vous ne savez pas ce que vous faites, on doit faire autrement. Eh bien c'est pas possible, c'est quasiment impensable. Et ce d'autant plus que s'est développé
le télétravail, où chacun en plus isolé, travaille à la maison, coupé du reste des autres. Donc, d'où va venir la remise en question de ce modèle managérial qui est complètement incohérent, qui est complètement inadapté à la qualité professionnelle des travailleurs, des salariés qui sont mis au travail. Donc, la question qui se pose, me semble-t-il, c'est de parvenir à convaincre l'opinion publique, en tout cas, et les organisations syndicales, de l'archaïsme et de l'insupportable contradiction que soulève la subordination, alors que le travail est censé être quelque chose d'émancipateur et de quelque chose qui est confronté maintenant à des défis qui sont qu'on connaît très très bien et qui sont notamment non seulement la maltraitance des salariés au travail, mais aussi la prédation des matières premières et le danger que ça apporte à la survie de l'humanité sur notre planète. Les ressources naturelles sont menacées par le modèle économique que nous avons de rentabilité à court terme. Le problème maintenant que nous avons, c'est que le management moderne, il est complètement en phase avec une rationalité économique, justement néolibérale de rentabilité à court terme, qui est celle qu'exercent les directions d'entreprise. Alors, ce n'est pas parce que c'est des méchants ou des méchantes, c'est parce que ce sont des individus qui ont été formés dans les grandes écoles, la plupart du temps, uniquement à cette rationalité néolibérale, ou ultralibérale plutôt, de rentabilité à court terme. Et nous savons bien que c'est cette rationalité qui est prédatrice par rapport aux ressources naturelles, mais aussi c'est elle qui maltraite les salariés. Donc, on doit pouvoir, de façon citoyenne, dire que le travail est un enjeu de société. Le travail ne peut pas relever unilatéralement de la décision des seules directions d'entreprise qui sont formatées à un seul type de rationalité qui est effectivement dangereuse pour l'avenir. Donc, pour se sortir de cet enfer, en quelque sorte, il faut commencer par libérer la capacité de critique du modèle et d'invention de ce que pourrait être un autre modèle. Il faut que l'intelligence collective, bon, le terme il est trop galvaudé pour être, mais il n'y en a pas d'autre, que l'intelligence collective soit libérée pour que ceux qui travaillent puissent penser, inventer une autre manière de travailler, respectueuse de la professionnalité des uns et des autres, et aussi respectueuse de l'avenir de l'humanité. Donc, moi, je pense que c'est assez étonnant que personne ne vient remettre en cause le lien de subordination, qui, pour moi, me semble extrêmement archaïque et se rapprocher énormément de la vassalité. Parce qu'on dit, c'est grâce au lien de subordination que la santé physique et mentale, la sécurité est préservée. Mais que disaient les seigneurs au Moyen-Âge à leurs vassaux? Ils disaient, moi, je lève et je paye une armée pour défendre le territoire en cas d'invasion. Moyennant quoi, vous allez travailler pour moi, puisque je vous protège. C'était ça, le deal, entre guillemets, à l'époque. Bah, maintenant, c'est ça. Vous m'obéissez au doigt et à l'œil, vous faites ce que je vous dis de faire, vous travaillez et vous donnez au travail le sens que je veux que vous donniez, et puis, moi, je m'occupe de votre santé physique et mentale. Et c'est bizarre, non, qu'aucun parti politique, qu'aucune organisation syndicale ne dise quoi que ce soit par rapport à ce qui est au cœur du contrat salarial et qui est le lien de subordination qui ravale chacun et qui isole maintenant, parce que ce lien de subordination, il est vécu personnellement, qui isole chacun dans une soumission et une dépendance énorme. Et où trouverons-nous nos ressources pour inventer d'autres manières de travailler, d'autres manières de penser le travail?
C'est fini.